Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, aujourd'hui c'est Martine Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcasts. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. Cette semaine, le scénario de cet épisode, c'est celui de l'intervieweur interviewé par sa femme. Cela fait 10 ans cette année que nous nous sommes rencontrés. Mais il y a encore beaucoup de questions que j'ai envie de lui poser sur son travail d'intervieweur. Philippe est écrivain, archiviste sonore et bien sûr, créateur de ce podcast. À propos de Sounds Like Portrait, comment choisit-il ses invités ? Où est la créativité d'un intervieweur ? Qu'est-ce qu'une bonne question ? Voilà, je viens de trouver la question de la semaine. Écoutons donc Philippe, et pour commencer, il m'a bien sûr parlé de ce que, toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché les évidences. J'ai toujours cherché à suivre ce qui me semblait sans alternative, ce qui me semblait vraiment nécessaire à vivre. Et l'essentiel ? Exactement, l'essentiel, de vivre ce qu'il y avait vraiment d'essentiel. Ouais. Justement, je voulais te demander d'où vient ta passion d'interviewer les gens. Ma passion pour les interviews, en fait, elle date du fait que je me suis beaucoup intéressé à l'art et les entretiens avec les artistes, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que je pense à des entretiens avec Giacometti, avec Matisse, avec Soulages, avec Cézanne. Ce sont des endroits où l'artiste fait le lien avec son œuvre, où l'homme ou la femme fait le lien avec l'œuvre. Et donc, il y a un côté à la fois vécu, et puis un côté plus conceptuel qui m'intéressait aussi. Mais dans l'entretien, dans l'interview, on sent le rapport entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et ça, c'est tout ce qui m'intéresse dans l'interview. Est-ce que tu fais un lien entre la philosophie que tu as enseignée et l'interview ? Et si oui, lequel ? Alors, c'est vrai que la philosophie, c'est traditionnellement, c'est une façon de construire des questionnements. C'est-à-dire, quel est le sens de la vie, pourquoi les mots ont du sens. Quand on s'intéresse à ce genre de questions, on essaie d'abord de comprendre la question. On n'y répond pas comme ça, comme on répondrait à la question « Comment est-ce qu'on fait pour allumer la lumière dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons tout de suite ?» C'est pas des réponses techniques, c'est pas des réponses simples. C'est des réponses qui sont au fond des interprétations et qui demandent une construction. Donc évidemment, la philosophie, ça m'a aidé à avoir un cadre conceptuel. C'est-à-dire, ça m'a aidé à voir quelles étaient les options possibles dans le cadre d'une conversation qui commence. Comprendre aussi les enjeux qu'il y a quand quelqu'un s'exprime, essayer de comprendre le sens des mots qu'il utilise, essayer d'avoir un petit temps d'avance aussi pour pouvoir préparer la question appropriée qui doit être posée pour qu'il y ait un fil dans la conversation. Donc la philosophie, oui, ça m'a aidé. À ton avis, qu'est-ce qu'un mauvais intervieweur et donc qu'est-ce qu'un bon intervieweur ? Qu'est-ce que tu penses de ma question ? Si tu me demandes simplement qu'est-ce qu'un mauvais intervieweur, forcément, je vais être amené à dire qu'est-ce qu'un bon intervieweur. Mais si tu me dis qu'est-ce qu'un mauvais et qu'est-ce qu'un bon, ça surcharge la question et c'est pas forcément utile. Alors on la refait. Qu'est-ce qu'un mauvais intervieweur pour toi ? Alors c'est une très bonne question. Il y a plein de façons de faire de bonnes interviews. Je pense que essentiellement, le mauvais intervieweur, c'est quelqu'un qui a envie de faire autre chose que l'interview qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui n'est pas présent avec la personne qui l'interviewe, c'est quelqu'un qui ne laisse pas à l'interviewé sa place, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est quelqu'un qui ne cherche pas le contact, c'est quelqu'un, par exemple, qui lit ses questions sans se soucier des réponses qui ont déjà été apportées. Ça veut dire aussi que interviewer quelqu'un, c'est une affaire de désir, c'est une affaire de curiosité, c'est une affaire où on s'engage soi-même, où on doit être vraiment présent. Donc un mauvais intervieweur, c'est quelqu'un qui est absent. Et inversement, le bon intervieweur, il est présent
Et quelque part, il oblige l'interviewé à être présent. À être présent, ça veut dire à être présent à lui-même, c'est-à-dire à écouter, presque à être témoin de ce qu'il dit. Par opposition à une conversation qu'on a à un comptoir de bar, où on dit n'importe quoi et ça sort comme ça peut. Quand on fait une interview, il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est qu'on parle pour d'autres personnes qui vont écouter. Et ce qui se passe, c'est que ça dramatise l'exercice. C'est-à-dire que, par exemple, quand on commence une interview, tout d'un coup, on fait attention à ce qu'on va dire. Et l'intervieweur et l'interviewé. On ne se lâche pas comme ça. Alors, il y en a qui se lâchent, ça peut être une posture, ça peut être une façon d'être, mais s'il se lâche, c'est consciemment. Le bon intervieweur, c'est aussi quelqu'un qui transmet un état de confiance. C'est-à-dire qu'un interview, c'est quelque chose où chacun, à mesure que ça se passe, découvre ce qui est en train de se passer. Tu parles d'écoute. Qu'est-ce que tu sens quand tu écoutes quelqu'un ou ressens? En tant qu'intervieweur, moi, ce que je ressens, c'est une connexion, un courant. C'est comme une électricité, c'est-à-dire une espèce de courant magnétique, je ne sais pas. Vraiment, le fait de se sentir relié à quelqu'un. Et je vais prendre un exemple. C'est une petite histoire. Au tout début, une galerie d'art m'avait commandé de faire un entretien avec un peintre, pour que cet entretien soit transcrit et devienne le catalogue de l'exposition de ce peintre dans cette galerie. Et donc je téléphone au peintre, je prends rendez-vous, je me souviens c'était un mardi 10h dans le quartier de Montparnasse, rue de la Grande Chaumière, enfin le Montparnasse des peintres, et je me réjouissais de le rencontrer. Et le jour convenu, je vais voir ce peintre qui habitait au 3e étage et je frappe. Et personne ne répond. Alors, je descends au 2e étage, je frappe, et personne ne répond non plus. Alors, je me dis, je vais au 1er étage, je frappe, et là, il y a un vieux monsieur qui ouvre la porte et qui me dit « Ah ben, je vous attendais, vous êtes le journaliste de l'Express qui venait faire ma biographie. » Et je me suis dit, bon, il a un certain âge, peut-être qu'il a un petit peu oublié qui j'étais, c'est pas grave, je rentre, et puis on va faire l'entretien, et puis voilà. Et je commence à faire l'interview, et au bout de 5 minutes, il dit son nom, et ce n'était pas le peintre dont je devais faire l'interview. Et je te parle de ça parce qu'il y avait cette connexion, il y avait cette électricité entre nous. Et j'ai continué. Et c'était une histoire folle, c'était l'histoire de quelqu'un qui avait 88 ans, et qui était condamné par la médecine à l'âge de 12 ans pour une maladie dont j'ai oublié le nom, et qui, au bout d'un certain temps, a dit « Bon, puisque je suis condamné, je ne vais plus prendre mes médicaments. » Et bref, ça lui a permis de vivre jusqu'à 88 ans, et il racontait sa vie. Il avait fait de la philosophie, il avait fait un peu de peinture, il avait voyagé. Voilà, et j'étais pris, et il y avait cette connexion. Et ça a duré 90 minutes. Et quand cette connexion se passe, quand cette électricité commence à se mettre en jeu, moi je reste. Je ne peux pas m'en aller. Et 1h30 plus tard, je suis allé au 3e étage, frapper à nouveau, et j'ai vu un homme merveilleux qui est devenu ensuite un très très grand ami, qui s'appelle Charles Motion, et qui m'a ouvert et qui m'a dit « Mais nous avions rendez-vous à 10h, vous êtes un peu en retard. » Alors je lui ai expliqué ce que j'avais fait 2 étages plus bas. Il m'a dit oui, je vois, voilà, bref, il connaissait le personnage. Mais voilà, ce que je ressens, c'est une connexion. Et quand elle existe, c'est comme si vraiment on partageait la même longueur d'onde. Et ça, dans la vie, c'est pas si fréquent. C'est pour ça que faire des interviews dans cet esprit-là, en ayant le temps de les faire, c'est un bonheur. Est-ce que tu procèdes à une préparation spéciale juste avant un entretien pour te mettre dans le bain? En fait, je me prépare toujours. Bon, il y a tout l'aspect de l'information sur mon invité, de connaître le cadre de son travail, par rapport à l'angle que j'ai choisi. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est parce que finalement l'invité, j'apprends à le connaître en faisant l'interview. Ce qui est beaucoup plus important, c'est une manière de me préparer moi-même. Et pour chaque interview, il faut
pouvoir faire le vide en soi, pour pouvoir accueillir l'autre. Si on n'est pas soi-même en creux, on ne peut pas accueillir quelqu'un. Si on est plein de soi-même, si on est gonflé de soi, on ne peut pas accueillir l'autre. On ne peut pas être disponible. Ça demande du temps. Moi, par exemple, j'aime bien marcher. Oui, marcher, aller dans un parc, respirer. Et une fois, ça s'est mal passé. C'était à Beyrouth, je me souviens. J'allais pour la radio suisse à l'époque. J'allais faire un portrait de Beyrouth. Et juste avant une interview, c'était dans le quartier musulman à côté de Hamra, la grande rue commerçante. Et je me mets justement pour me vider, je me mets à regarder un édifice comme ça, mais sans vraiment le regarder. C'est comme si je me vidais l'esprit. Et cet édifice, c'était une mosquée en fait. Et tout d'un coup, il y a des gens qui sont venus me voir, et c'était des gens du Hezbollah, j'ai appris ensuite, qui m'ont demandé pourquoi je regardais ce bâtiment depuis 5 minutes. Et c'est difficile d'expliquer qu'on est en train de se vider l'esprit, voilà. Bon, finalement, tout s'est bien passé, mais c'est le seul mauvais souvenir en maintenant 23 ans de ma préparation personnelle pour accueillir mes invités. Pour en revenir à ton podcast, Sounds Like Portraits, comment est-ce que tu choisis tes invités? D'abord, ce podcast, il est consacré à la créativité, qui est le terme le plus vaste que j'ai trouvé pour pouvoir mettre dans le même podcast un poète, quelqu'un qui fait du business, quelqu'un qui fait du design, quelqu'un qui fait la cuisine, quelqu'un qui est flic, quelqu'un qui est comptable. Tous ces gens sont dans le podcast depuis, il y a 125 numéros depuis 2017. Et créativité, ça veut dire une chose très simple, c'est quel cheminement est-ce que vous avez suivi pour vous rapprocher de vous-même et de ce fait devenir créatif. Parce que la créativité, c'est le fait de s'aligner avec ce qu'on est. Et moi, évidemment, ça m'intéresse. Je me pose la question de savoir si je suis à ma place. Et j'écoute vraiment ces histoires qu'on me raconte qui résonnent dans la mienne et qui me donnent des indices de ce que je suis, de ce que je ne suis pas. C'est de la nourriture, c'est vraiment de la nourriture. Je me nourris de tous les indices que mes invités me donnent sans le savoir, évidemment, mais c'est d'une richesse vraiment, humainement, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est comment je vois mes invités, mais je les choisis. Bon, au tout début, c'était des amis. Il se trouve qu'on a beaucoup d'amis créatifs, donc ça a été des artistes. Et puis le hasard, des gens qu'on rencontre, des gens que tu rencontres aussi, que tu me permets d'interviewer ensuite, parce que le contact est là. Il y a aussi le hasard, mais il faut que ce soit des gens passionnés. C'est ça un peu l'idée que j'ai du podcast. Il faut que ce soit inspirant. Il faut que ça fasse respirer un air qui donne envie d'être en phase avec soi-même. Voilà. Quelles ont été tes grandes rencontres au micro? Les grandes rencontres, ça veut dire les rencontres qui m'ont marqué, qui se sont parfois traduites en livres. Je pense d'abord au violoncelliste Slava Rostropovitch, que j'ai eu le privilège de rencontrer, avec qui j'ai pu dîner grâce à une amie commune, et de qui j'ai appris quelque chose de très très important, qui a toujours été super important pour moi, y compris toujours aujourd'hui. Comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on part de rien pour mettre la première pierre? Rostropovitch disait que quand il commençait, c'est-à-dire quand il entrait sur scène, un peu avant en loge, il jouait pour lui-même la pièce musicale qu'il allait présenter. Mais il la jouait doucement, comme si le public n'avait pas entendu. Et en rentrant sur scène, il l'a joué pleinement pour l'offrir complètement au public. Il était plein de ce qu'il allait délivrer. Il arrivait plein d'énergie et il délivrait son énergie. Et parmi les gens qui me viennent à l'esprit comme ça, qui m'ont marqué, Giuseppe Panza di Buomo, le grand collectionneur italien. Et j'ai dit que le grand collectionneur parce que c'était un vrai collectionneur, c'est-à-dire c'était un collectionneur d'art contemporain de son temps,
Il a eu plusieurs collections, mais il a toujours aimé les artistes et il m'a parlé des artistes et il m'a montré aussi son amour du partage de sa collection. C'est quelqu'un qui vivait avec sa collection, non pas une accumulation d'objets, mais comme une espèce de famille d'œuvres qui l'aidait à se sentir libre. Lui et puis Giovanna, sa femme, parce que c'est vraiment une affaire de couple. Je pense aussi à, je pense à Soulage par exemple. Ça a été un moment marquant qu'on a vu ensemble d'ailleurs, et quelqu'un vraiment impressionnant parce que il a une rigueur, il a une humilité. C'est vraiment quelqu'un qui est habité par son œuvre et c'est ça que j'aime au contact des gens créatifs, quels qu'ils soient collectionneurs, qu'ils soient artistes, qu'ils soient dans un tout autre domaine. Ce que j'aime, c'est de sentir leur passion incarnée dans leur personne. Je pense aussi à Édouard Adam. Édouard Adam était un marchand de couleurs à Paris, à Montparnasse, quelqu'un qui a compté beaucoup pour tous les artistes après la Deuxième Guerre mondiale. La maison Adam, c'est une maison qui a servi beaucoup de grands artistes, de Giacometti à Soulage, dont je viens de parler. Et Édouard a contribué à inventer ce qu'on appelle le bleu clin aujourd'hui. Et je parle d'Édouard parce que Édouard est devenu un ami. Et pour répondre à ta question, je me dis aussi que quand j'interviewe quelqu'un, je crois aussi que, comme le Petit Prince, je cherche des amis. Je cherche des gens qui résonnent, du verbe raisonner, hein, qui résonnent avec moi, une espèce de famille de gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde. Et puis, je pense à une dernière figure. C'était une des dernières interviews que j'ai faites pour la radio suisse. C'était avec Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant était un historien et un philosophe, un spécialiste de la Grèce antique, un grand résistant, un homme extraordinaire que j'ai vu qu'une fois. Je suis allé le voir chez lui dans la banlieue de Paris, à Sèvres. Il m'a accueilli. Il venait de recevoir un petit paquet de la région toulousaine, je me souviens. Et il y avait des pruneaux enrobés de chocolat. Et il m'a dit bon, écoutez, avant de faire l'interview, on va commencer par régler son sort à cette boîte de chocolat, de pruneaux enrobés de chocolat. Et on a commencé à parler. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que cet homme-là respirait la liberté. À côté de lui, je sentais que c'était un homme libre. Et dans le cours de l'entretien, il disait que la formule de sa vie, c'était ne pas commander, ne pas être commandé. C'est une formule de la Grèce antique, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ça, c'était pour tes grandes rencontres. As-tu eu des déceptions? Et pas des déceptions amoureuses, hein. Alors, on va parler des déceptions dans l'interview. Et en fait, c'était lors d'une émission que m'avait commandée la RTBF à l'époque, la radio belge. Ça se passait à Bruxelles. Et donc, je faisais une émission, je crois qu'il faisait à peu près 2 heures, avec plusieurs intervenants, et je devais rencontrer un artiste. Et je me suis trompé, j'ai fait une confusion, j'ai confondu le nom de l'artiste avec le nom du directeur du centre culturel où cet artiste exposait. Et donc, je commence une conversation avant de faire l'interview et on se rend compte tous les deux qu'il n'est pas la personne, il n'est pas l'artiste que je cherche. Mais comme moi je suis quelqu'un de curieux, que j'ai quand même envie de connaître les gens, je lui ai dit, faisons quand même l'interview. Et là, l'électricité, la connexion, tout s'est embranché de façon négative. Il y avait des pointes agressives. Je me souviens que j'avais un micro neuf. Il me faisait remarquer que ça coûte cher un micro. Il me faisait des remarques comme ça, désagréables. Et je sentais, il fumait cigarette sur cigarette. J'ai ressenti physiquement le contraire de ce pourquoi je fais des interviews, c'est-à-dire cette électricité qui propulse l'intervieweur et l'interviewé, mais dans un coin différent de la pièce, chacun. C'est-à-dire une énergie de répulsion. Et ça, physiquement, parce que interviewer les gens, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement.
C'est pas une douleur, mais c'est un malaise. Moi, je pensais à cette fois où on est allé à Los Angeles et on devait interviewer ce galeriste d'une grande galerie connue et il avait refusé de sortir de derrière son bureau alors que toi, tu voulais être tout prêt pour pouvoir partager le micro, comme tu fais d'habitude. Il avait refusé de s'approcher, il voulait rester derrière cette espèce de mur protecteur, j'imagine. Qu'est-ce que tu te souviens bien, évidemment. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est... Après, il s'est fâché et il a refusé de faire l'entretien et on est parti, très déçu. Pourquoi penses-tu qu'il ait fait ce qu'il a fait et réagi comme il a réagi? C'est vrai que c'est une situation intéressante. C'est quelqu'un qui a refusé l'entretien. C'est-à-dire que dans l'entretien, l'intervieweur, c'est celui qui conduit. On conduit un entretien. Pour prendre une image, c'est moi qui ai le volant, mais en réalité, c'est l'interviewé qui est le passager, mais qui me donne la voie à suivre. Simplement, moi, j'ai le volant parce que je fais en sorte qu'on reste sur la route. Mais la direction, elle est donnée, la grande direction, elle est donnée par l'interviewé. Et moi, c'est vrai que je suis arrivé, bon, il avait un très très grand bureau, et moi, je cherche toujours à être proche des interviewés parce que j'aime bien sentir leur énergie. C'est instinctivement quelque chose qui me donne l'intuition de la question à poser aussi. Et en dehors de la préparation, je veux dire. Quand je suis arrivé, il était installé à son grand fauteuil et il n'est pas venu me voir, il est resté sur son trône, on pourrait dire. Et moi, je me suis installé devant lui seulement. Franchement, j'étais à 1,50 m devant lui, 1,50 m, 2 mètres. Il avait vraiment un bureau d'une largeur considérable. Et donc, je lui ai dit, je ne peux pas faire l'interview devant vous parce que je n'ai pas le bras assez long, tout simplement. Alors, je lui ai proposé de m'approcher de lui. Il n'a pas voulu, mais en discutant un peu, il a accepté, lui, de se déplacer donc d'1,50 m, 2 mètres, pour se mettre à côté de moi. Et j'ai tout de suite vu que le fait de sortir de son trône, de sortir de sa position de confort, de sa position, je ne sais pas, de puissance sans doute, c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et dès que j'ai commencé la première question, il m'a dit on arrête tout de suite. C'est quelqu'un que j'ai perçu, et d'autres m'en ont parlé et m'ont conforté là-dedans, mais c'est vrai que quand on est sorti, bon, c'est vrai que c'est tellement rare que voilà, c'est quelque chose qui remue. Si on veut rester sur son trône et si on regarde l'intervieweur de très haut, forcément, rien ne va se passer, en tout cas d'intéressant. Je t'ai posé cette question par rapport à la déception parce qu'on avait vraiment un goût d'échec après cette expérience et ça fait partie des aléas de l'intervieweur, mais de mon expérience, comme je t'ai pas mal suivi dans tes pérégrinations d'intervieweur, c'est très très rare. Les gens adorent partager, ils aiment parler. C'est pour ça que je voulais le mentionner. Pour continuer, je voulais savoir pourquoi tu as instauré ce petit rituel au début et à la fin de tes interviews pour le podcast, à savoir, ça commence par toute ma vie, j'ai toujours cherché, et ça se termine par l'abandon de l'intervieweur pendant 1 minute où il se retrouve seul hein, face au micro et où il a l'opportunité de partager ce qui lui passe par la tête. Pourquoi as-tu instauré ce rituel, ce petit rituel? Effectivement, il y a un rituel d'entrée, on pourrait appeler ça comme ça. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à. Ça, c'est parce que je tiens beaucoup à ce que l'interviewé ait le premier mot. Qu'on entende tout de suite sa voix et pas ma question. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que quand on commence comme ça, on va au centre de la question de la créativité. Quand on évoque tout de suite le lien qui anime la vie de quelqu'un qui fait quelque chose, alors on est au centre, on est dans l'essentiel. Alors ça prend autant de formes que d'interviewer. C'est ça qui est vraiment passionnant. Mais tout de suite, on va à l'essentiel. L'image qui me vient, c'est celle d'un tremplin à ski. Je mets l'interviewé avec son accord, je mets l'interviewé sur les rails du tremplin, et voilà, et on est parti. Et moi, je suis au bout, et je m'arrange pour qu'il rebondisse, pour qu'il y ait de la neige,
pour qu'il soit bien. Et on est parti. Mais on est tout de suite au cœur du sujet. C'est très important de commencer par le cœur. Alors ça, c'est pour ce que j'appelle le rituel d'entrée, mais il y a aussi un rituel de sortie, on pourrait appeler ça comme ça, qui consiste effectivement à donner le micro à l'invité pour qu'il rajoute ce qu'il souhaite. Alors, premièrement, c'est parce que je souhaite que l'invité ait le dernier mot. Je pense que ça fait partie de l'élégance que de donner le premier mot et le dernier mot à l'invité. Pour moi, c'est l'élégance de l'intervieweur. Et puis, je lui laisse la possibilité d'ajouter quelque chose que j'aurais raté, de rectifier quelque chose que j'aurais manqué. Et puis, en réalité, au tout début, la raison pour laquelle j'avais envie de laisser l'interviewé seul avec le micro, c'est pour écouter sa voix. Parce que je me suis rendu compte, c'est pas toujours vrai, mais je me suis rendu compte que en mon absence, la voix de l'interviewé parlant seul change. Et j'aime bien voir, quand je m'en vais, ce que devient l'interviewé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se libère. Donc voilà pour ce rituel, pour ce cadre. J'appelle ça un rituel d'entrée, de sortie, parce que c'est simplement, ça donne un cadre. Ça donne un cadre parce que chaque entretien est tellement différent que ce rituel donne, je dirais, à la fois une grande liberté et quand même une certaine discipline, une certaine rigueur qui épouse la variété de tous les parcours des gens que j'interviewe. Techniquement, tu enregistres et tu montes aussi tes interviews. En quoi consiste ton travail de montage des interviews dans Sounds Like Portraits? Le travail de montage, il est relativement simple. Il consiste à couper. Ça consiste à condenser et à clarifier le propos de l'interviewé, à éviter tout ce qui surcharge l'écoute, de façon à la rendre fluide et dans mon esprit, à rendre possible et agréable une réécoute. Parce que Sounds Like Portraits, c'est fait pour être réécouté. En tout cas, je l'ai conçu comme ça. Alors, ce qui est intéressant dans le montage, c'est que, évidemment, ça prend du temps. Je le fais en plusieurs fois. C'est une école de lâcher prise. C'est-à-dire que je fais un premier montage et puis ensuite, je coupe encore jusqu'à ce que toute la graisse, tout le gras soit éliminé. Le gras, la graisse, dans le vocabulaire, dégraisser, ça veut dire enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est là, justement, où, lors du premier montage, on pense que telle séquence est vraiment essentielle, qu'il faut la garder. Et quand on la réécoute avec une oreille plus fraîche, plus ouverte, on se rend compte que non. C'est en ce sens que c'est une école de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fixer, se crisper sur une séquence qui peut être très intéressante. Mais il faut avoir toujours un point de vue global. Il faut toujours, quand on monte, avoir à l'esprit l'équilibre de l'entretien en général. Une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Il faut être à la place de chaque musicien et en même temps avoir une vue d'ensemble. Voilà en quoi le montage, c'est vraiment un moment très intéressant parce que c'est aussi un moment de création, parce qu'en coupant, évidemment, on fait naître autre chose, on aiguise au fond ce qui était potentiellement là, ce qui était peut-être moins souligné. C'est en ce sens qu'il y a une créativité dans le montage. Quel genre d'expérience est-ce que tu recherches en interviewant des personnes créatives? En fait, je cherche à comprendre. Je crois que c'est ça. À comprendre quel est le cheminement par lequel mes invités deviennent des créateurs. Comment, dans leur parcours, ils sont arrivés à un moment où ils ont trouvé de la joie à créer quelque chose. Et par exemple, quand je pose une question et que je pense à ça parce que ça m'est arrivé dernièrement et que mon invité a du mal à répondre à la question, eh ben on cherche ensemble. En fait, j'ai l'impression que tu sais ce que tu veux plus ou moins comme réponse ou ce que tu peux recevoir comme réponse, mais peut-être la personne n'a encore pas compris la question. Tu reformules la question. Je reformule parfois la question, mais ça ne veut pas dire que j'ai la réponse du tout.
et surtout pas sa réponse, mais je peux clarifier la question pour l'aider à clarifier sa réponse. Je n'attends pas, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, non, je n'attends pas une réponse particulière, mais j'attends qu'il ou qu'elle prenne au sérieux ma question. Quel que soit le résultat auquel on arrive, mais toute créativité s'accompagne quand elle est authentique d'un questionnement. Et c'est sur ce questionnement que l'interview porte. Alors, qu'est-ce qu'une bonne question? Alors, voilà une bonne question. Une bonne question, voilà, ben ça c'est vraiment au cœur de la créativité d'un intervieweur. Moi je dirais qu'une bonne question, c'est la question qui ouvre justement le champ pour l'interviewer, c'est-à-dire la question qui arrive au bon moment dans l'interview et qui facilite ce que l'interviewé a à dire. Il n'y a pas de bonne question en soi. Il y a des questions qui paraissent... il suffit de regarder un peu les interviews autour de soi. C'est vraiment un genre qui est très utilisé aujourd'hui. Il y a des questions qui paraissent complètement banales ou parfois maladroites, mais qui suscitent une réponse intéressante de la part de l'interviewé. Alors c'est une bonne question. Je crois que c'est vraiment une affaire de timing. Personnellement, moi, j'aime les questions qui sont courtes. Je me méfie beaucoup des intervieweurs qui ont des questions plus longues que les réponses, parce que là, c'est une façon de transformer l'interview en un éditorial, par exemple, ou une façon de dire sans le dire un point de vue, une opinion. C'est pas du tout, évidemment, la manière que j'ai de conduire une interview. On a pas mal parlé de cette physicalité, de cette promiscuité que tu crées avec tes interviewés. Comment est-ce que tu gères la situation avec la pandémie, la période dans laquelle nous vivons? C'est vraiment le cas de le dire. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à éviter d'utiliser Zoom et d'utiliser un enregistrement à distance. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai cherché à rencontrer les gens en personne. Voilà, la situation fait que c'est pas possible. Alors, j'essaie d'apprendre. Je trouve que c'est beaucoup plus fatigant qu'un interview en personne. Et franchement, dernièrement, il y a eu de très belles rencontres. Je suis vraiment très content de pouvoir le faire. C'est vrai que on se dit toujours à la fin, ah, il faut absolument qu'on se rencontre, parce que ça crée le besoin physique de se rencontrer, de se serrer la main. En attendant, c'est intéressant. C'est vrai que j'essaie, puis c'est une des choses qui est fatigante d'ailleurs, au travers de l'écran, de sentir un peu l'énergie de la personne, de ne pas en rester à ce qu'elle me donne. Mais voilà, c'est quelque chose qui, je l'espère, va rester provisoire. Maintenant, on va procéder à ta playlist. Non, je rigole. Et ça fait quoi de se retrouver de l'autre côté du micro pour une fois? Ce que je peux te dire, c'est que tu écoutes vraiment. C'est-à-dire que tu m'as aidé à m'exprimer. Et je pense que c'est quelque chose que tu sens bien, c'est que une interview, c'est une situation d'hospitalité. C'est-à-dire que l'intervieweur, on sent s'il est hospitalier ou pas, s'il fait sa place à l'interviewé ou pas. Et moi, je me suis senti bien dans tes questions, avec tes questions. C'est une affaire de partage. Mais tu sais, je pense que quand on fait tout pour que l'autre soit à l'aise, et c'est ce que tu fais, et moi, je sais à ma façon de le faire aussi, il n'y a pas trop de raisons pour qu'on ne se sente pas bien. Après tout, on n'est pas là pour sauver des vies, c'est pas des enjeux, il faut dédramatiser, on est là pour apporter de l'enthousiasme, de l'inspiration, la vie de quelqu'un n'est pas en jeu. Donc ça aussi, ça doit dédramatiser les enjeux. Est-ce que tu voudrais me poser une question? Ah mais absolument, moi je voudrais savoir comment de ton côté ça s'est passé. Est-ce que le fait d'interviewer et de m'interviewer, est-ce que c'était finalement différent de ce que tu avais en tête? Ben, ça s'est bien passé. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée de t'interviewer et tu t'es pris au jeu. Et du coup, ben, ça m'a un peu stressée parce il fallait exécuter cette grande idée. Donc, c'était plutôt sympathique.
J'ai bien aimé, il faut beaucoup, beaucoup. Je me rends compte qu'en fait, je sais que tu es très attentif, beaucoup d'attention. Il faut beaucoup d'attention. Il faut beaucoup écouter. Et c'est pas forcément mon point le plus fort dans la vie, mais c'était très agréable, hein. J'ai malgré tout appris pas mal de choses. Et j'ai trouvé le micro très lourd, hein. Alors, chapeau pour le porter parfois pour des périodes plutôt longues, assez longues. Ben voilà, j'espère que tu as eu autant de plaisir que moi. Et du coup, je vais arriver à la dernière question qui fait partie du rituel, hein. Je vais sortir 1 minute de la pièce et s'il te plaît, rajoute ce que tu veux à l'interview. D'habitude, c'est moi qui sors, d'habitude, c'est moi qui me retrouve tout seul dans dans ce couloir ou dans un autre. Parce que la minute de silence, elle est aussi pour l'intervieweur. Moi, je dirais que Sounds Like Portraits, je l'ai créé il y a quelques années, à un moment où je me posais des questions sur ma propre créativité. Je me posais des questions à propos de mon propre travail d'intervieweur. Je me demandais si voilà, je pouvais faire autre chose ou autrement. Il y a maintenant 125 épisodes et chacun m'a conforté dans le plaisir que j'ai de faire cet exercice et dans le fait que c'est vraiment pour moi quelque chose de très nourrissant, de très enrichissant et d'autant plus enrichissant qu'on peut le partager à deux. Merci Philippe d'avoir partagé ton histoire dans Sounds Like Portraits, grâce à moi. Musique, Charmeuse de serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et de visiter le site de soundslikeportrait.com. C'était Martine Ingard. À bientôt!